En effet, pour parler de la situation au Moyen-Orient survenue ces dernières semaines depuis le changement de la donne politique en Syrie et ses conséquences probables dans la région, thématique du jour avec notre invité du jour, à tout de suite. Et pour évoquer notre thématique du jour, nous recevons Chérif Driss, professeur en sciences politiques et enseignant à l'école de journalistes. Vous tombez bien, bonsoir. Bonsoir. Vous tombez bien, Chérif Driss, pour faire un peu le tri sur ces informations qui nous tombent tous les jours au sujet de la Syrie. Bon, c'est chose actée, le régime syrien est en train de connaître un changement historique. Quelles conséquences y voyez-vous pour la région d'ici les prochaines semaines ? Enfin, il est très difficile de prévoir les conséquences, dans la mesure où nous nous retrouvons en face d'une situation qui est à la fois complexe, dynamique, fluide, évolutive. Elle ressemble plutôt, elle est différente de ce que nous avons connu il y a 10-20 ans. Il est vrai qu'il y a certaines similitudes par rapport à des situations antérieures, par rapport à des situations connues par certains pays, aussi bien l'Irak en 2003, bien que la situation est différente avec l'invasion américaine et la chute du régime de Saddam Hussein, et ce qu'on a connu avec ce qui s'est passé en 2011 au Yémen et en Libye. J'aurais dû, peut-être préciser ma question. C'est un grand acteur du panarabisme qui vient de tomber, en tout cas connaître un changement politique majeur. C'était aussi un des acteurs du front de la résistance. Donc forcément, les changements qui traverseront la région ces prochaines semaines vont susciter beaucoup de curiosité. Bien entendu, il y aura des changements forcément. Il y aura des lignes qui vont bouger. Il y aura des bouleversements. Mais de quelle nature, pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir. Ce qu'on pourrait dire, disons, comme hypothèse de travail, mais plus probablement, c'est que certains acteurs régionaux vont profiter de la situation. Il y aura une redéfinition de certaines alliances régionales, probablement avec l'arrivée le retour du président Donald Trump aux affaires en janvier prochain. Il y aura la mise en scène, plutôt le retour aux accords d'Abraham. Et le président Trump l'a dit clairement que ce sera l'une de ses priorités. Il y aura aussi, il est fort possible aussi, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y aura plutôt préparer le terrain, un plan pour, disons, entre guillemets, régler définitivement ou liquider la question palestinienne, pas dans le sens qui favorisera les intérêts ou répondra aux attentes des Palestiniens, mais ce dont il faut s'attendre, c'est que il y aura, si vous voulez, un tableau des perdants et des gagnants. C'est-à-dire que tout dépend maintenant dans quel cas je peux en mettre certains acteurs et tout dépend dans quel cas on pourra mettre d'autres. Alors justement, au sein de ce tableau des gagnants et des perdants, comme vous venez de le dire, alors on nous dit que le changement en Syrie, les grands perdants seraient l'Iran et la Russie, les grands gagnants seraient les États-Unis, l'entité sioniste et la Turquie. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ce n'est pas aussi simple que ça. À court terme, en apparence, bien entendu, on dit que le président Bachar al-Assad, carrément, il a été lâché par les Iraniens et les Russes. Autrement, il aurait pu rester. Mais cela n'exclut rien, n'exempte rien dans sa responsabilité depuis quelques années. Élément important aussi, il y a les Turcs qui, depuis quelques années, essayent d'avancer leur pion en Turquie, mais aussi les gagnants, c'est les Israéliens. On voit le vent actuellement, l'agression israélienne, les agressions vont crescendo. Cela ne s'est jamais passé auparavant. Même auparavant, ils continuent leur agression sur le territoire syrien, sur le Golan. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire que nous assistons carrément à un acte où il y a une sorte d'impunité de la part de l'entité israélienne. Donc, mais attendons voir pour le reste, c'est-à-dire par rapport à l'année prochaine, c'est-à-dire que tout peut changer, c'est-à-dire on ne peut pas exclure qu'il y ait des changements, que de nouvelles alliances vont se tisser et que les gagnants de maintenant pourraient perdre quelques avantages et les perdants, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les perdants de maintenant, vont rebondir l'année prochaine. Parce qu'on est en face d'une géopolitique qui est très fluide et évolutive. Au sein d'une région déjà compliquée en elle-même. Tout à fait. Il y a trop d'intérêts enchevêtrés. Il y a aussi trop de vulnérabilité. Il y a certains États qui sont très vulnérables. On oublie l'Irak, on oublie la Jordanie, on oublie le Liban, qui sont des pays frontaliers de la Russie. Donc les premiers à en pâtir de cette crise, de ce bouleversement, ce seraient les trois pays frontaliers. Et
et aussi, il faut prévoir, il est à prévoir aussi que certains pays arabes qui, depuis le temps, tirent les ficelles, puissent revenir en force et essayer de peser sur la situation régionale, le déroulement, plutôt l'évolution de la situation en Syrie, ce qui risque de compliquer la situation davantage. Alors, il y a quelques instants, vous avez utilisé le terme lâcher. Vous avez dit la Russie a lâché la Syrie. C'est un débat en soi. Peut-être, quand on lit la presse militaire russe, on nous dit qu'on a voulu peut-être tendre un piège également à la Russie pour l'obliger, l'inciter à s'investir avec des ressources matérielles militaires et des ressources humaines en Syrie. Et la Russie a préféré justement ne pas tomber dans ce piège. Admettons également que l'architecture politique syrienne était fragile depuis 2014 avec des sanctions. Qui dit sanctions dit une entrée en devise et qui se rarifiait quand on pense que c'était un pays, quand même la Russie, qui s'appuyait complètement sur une architecture militaire. Et les militaires étaient de moins en moins, on va dire, récompensés ou payés ou avaient un salaire. Peut-être, quand j'ai dit lâcher, le fait qu'ils n'ont pas lâché le pays, ils ont lâché l'homme. Je pense que la nuance, elle est très importante. Ils ont mis, c'est-à-dire que le pays, la Russie, la Syrie, ce qu'elle représente d'un point de vue stratégique, avec les deux bases de Hmeimin, la base aérienne, et de Tartus, la base navale, et entre un régime, c'est-à-dire Bachar al-Assad, ce qu'il peut représenter, c'est-à-dire, à mon sens, en se basant sur certains indices et certaines informations, sur des déclarations des responsables russes, Lavrov et autres, c'est que il y a eu un moment donné où il fallait choisir entre sauver un homme et sauver un pays, les intérêts. Donc, ils ont choisi de sauver un pays. Donc, quand on dit lâcher, ça veut dire qu'ils ont lâché un régime, ils ont lâché Bachar al-Assad. Il est devenu, entre guillemets, pour certains, selon certains rhétoriques et jargons utilisés, un boulet, c'est-à-dire qu'il traînait un boulet, qu'il fallait le lâcher, il fallait le sacrifier pour sauver tout un pays, sauver leur intérêt. C'est la raison pour laquelle, quand je disais que certains disent que les Russes et les Iraniens sont perdants, dans l'absolu, non. Mais est-ce que ce n'est pas un prétexte, justement? Est-ce que la cible n'était pas le morcellement de la Syrie, voulu par exemple par le plan Yoded Yinon dans les années 80, qui était débattu dans les think tanks, où on parlait déjà de fragiliser, voire morceler la Syrie en 3 entités. Et en 2014, les Russes avaient proposé justement qu'on organise des élections en Syrie, et avec le départ de Bachar al-Assad, l'axe occidental avait refusé parce que dans leur plan, on voulait justement morceler la Syrie. Alors je vous pose la question, est-ce que Bachar al-Assad n'était pas un prétexte et que la cible était vraiment cet acteur majeur du panarabisme qu'est la Syrie? Enfin, c'est que les plans de morcellement existent. Les think tanks publient chaque année des milliers de pages sur redéfinition des cartes, morcellement des États. Il était récurrent ce plan, hein. C'est-à-dire il y avait Ralph Peters, il y avait Yoded Yinon, il y avait Hillary Clinton en avait parlé. Enfin, ça revenait très souvent la Syrie. Ça fait rappeler, après le 11 septembre, il y avait un débat au sein de Policy Balls, qu'on appelle un think tank, dirigé par Richard Pearl et autres, qui parlait de morcellement de l'Arabie saoudite en trois parties. C'est-à-dire que les think tanks, certains cercles des think tanks qui ne sont pas des centres de recherche, de réflexion indépendants, ils sont bien entendu proches de certains cercles de pouvoir, on propose. Maintenant, on parle de la faisabilité, parce que si le projet de morcellement était faisabilité dans l'intérêt, il l'aurait fait depuis quelques années, rien ne les aurait arrêtés. Maintenant, pour revenir à la Russie, oui, la Russie, mais quand on dit le panarabisme, il faut dire ce qu'il en est, le panarabisme est arrêté, le panarabisme, on va dire que le panarabisme a été, pour ne pas utiliser un mot trop fort, enterré en 1979 avec la normalisation de l'Égypte avec Israël. Donc il est vrai que la Syrie, à un moment, il était dans le front du refus, avec l'Algérie, certains pays qui s'opposaient à la normalisation, qui s'opposaient aux velléités, aux objectifs et aux ambitions israéliennes dans la région. Mais force est de reconnaître aussi que, quand on parle, disons-le clairement, il y a des plans de déstabilisation régionale. Ils ont existé, ils existent, ils existeront au futur. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas le nier. Il y a des politiques, des stratégies de certains acteurs internationaux et régionaux qui ont intérêt à déstabiliser ou à fragiliser certains pays. Mais, pardon, mais on ne peut pas exempter la responsabilité du président Bachar al-Assad qui a fait la sourde oreille. Chérif Idriss, je comprends très bien ce que vous me dites, mais le trait commun de tous ces pays, c'est l'entité sioniste. On voit que, étrangement,
tous ces pays qui ont été déstabilisés ont du mal à partir avec l'entité sioniste. Ralph Peters parlait en 2007 de 7 pays, il parlait du Soudan, il parlait de la Syrie, il parlait de la Libye, il parlait de l'Irak. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils avaient, ils avaient des ruptures, voire ils étaient en guerre larvée avec l'entité sioniste. C'est ça qui interpelle. Non, le seul pays qui était en guerre avec l'entité sioniste, c'était en 67. Il y a eu l'Égypte, il y a eu la guerre de 73, il y a eu l'Irak qui a tenté, par tous les moyens, disons, qui a fait l'effort avec Saddam Hussein de s'opposer à l'entité sioniste juste après, au moment où il y a eu la guerre du Golfe de 91. Mais après, il y a le projet de normalisation, c'est-à-dire qu'on s'oppose, si vous voulez, dans certaines actions diplomatiques, par rapport au discours, certaines actions et tout, mais toujours l'entité sioniste, elle est appuyée par les États-Unis, bien entendu, les États-Unis, certains pays européens, mais la situation risque de se compliquer si l'administration Trump décide de relancer les accords d'Abraham. Il y a certains pays qui sont prêts à normaliser avec l'entité sioniste au détriment de ce qu'on appelle ce qui est décidé sur le plan arabe en certaines régions. Maintenant, il y a des stratégies régionales, stratégies internationales qui sont mises en œuvre par certains acteurs régionaux qui vont à l'encontre des intérêts des populations arabes. Donc l'entité sioniste, notamment ce qu'on vit actuellement, on peut dire que l'une des répliques du séisme du 7 octobre, avec ce qui s'est passé, l'affaiblissement de l'Iran, l'affaiblissement du Hezbollah, qui a fait que actuellement l'Iran, à un moment donné, se retrouve aussi à peser le pour et le contre, à reconsidérer certaines options et tout, et à revoir certaines alliances, certains politiques. Et s'il le faut, à un moment donné, sacrifier un pion pour sauver tout un édifice, ils l'ont fait. Donc on est face à des gens, face à des acteurs qui ont des calculs stratégiques. Alors ça, on en vient à la prochaine question. Est-ce que l'Iran est la prochaine cible selon vous? Bon, on sait qu'il reste. Est-ce que la Syrie n'a pas été un proxy pour justement atteindre l'Iran et maintenant l'Iran est désormais vulnérable puisque la Tout Syrie... à fait. Là, je vous le concède. C'est-à-dire actuellement avec l'affaiblissement de l'Iran, de la chute de régime de Bachar al-Assad, l'Iran se retrouve avec une situation de vulnérabilité. Mais dans les relations internationales, les vulnérabilités ne sont pas durables. Maintenant, rien ne dit que demain, les Iraniens vont changer d'orientation et faire l'appel de pied aux Américains et aller vers de nouvelles alliances, aller vers genre d'un modus vivendi avec les Israéliens. Ça serait la nouvelle configuration régionale où certains préserveront leurs intérêts au détriment de la solidarité inter-arabe ou inter-islamique. Alors, dernière question, je m'adresse au professeur en journalisme que vous êtes. Lors de l'offensive de la résistance palestinienne du 7 octobre, les médias occidentaux avaient adoubé cette résistance de radicalisme, en tout cas de soldats radicaux. On voit que le changement de vocabulaire s'est un peu modifié par rapport entre guillemets, les rebelles qui caractérisent la situation, le théâtre syrien aujourd'hui. Vous savez que la fonction des médias, c'est de construire des réalités. Ils décident à un moment donné si on doit diaboliser un acteur, ils le font, comme ils l'ont fait avec Hamas, la résistance palestinienne. Ils ont essayé de la dépeindre et de la caricaturiser, de la montrant que c'est une action terroriste et montrant l'entité sioniste comme étant la victime. Là, ils font la même chose avec les rebelles syriens. C'est-à-dire que ces médias, bien entendu, obéissent à des agendas politiques. Du jour au lendemain, il faut s'attendre que ces médias, ceux qui sont mis sur un piédestal et représentent comme des libérateurs, peuvent du jour au lendemain devenir des terroristes. Donc là, c'est la fonction des médias et les médias obéissent à des agendas politiques. Merci, Chef Driss, d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éléments d'analyse. On va bien entendu observer